Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. On va commencer d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Ça a l'air d'être bon. Eh bien, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la semaine de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, le webinaire va traiter d'un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder, les addictions sur le lieu de travail. Et donc, pour ce sujet, on va accueillir Hervé et Clémentine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de vous laisser la parole et de vous laisser vous présenter, comme d'habitude, les rappels habituels. La présentation sera téléchargeable, bien sûr, à la fin du webinaire. Le replay sera disponible également dans la journée, soit juste après, soit dans l'après-midi. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve à droite de l'écran tout au long de la présentation. Je les mettrai de côté et puis comme ça, je poserai les questions à Clémentine et Hervé à la fin de la présentation. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse la parole à tous les deux. Merci. Donc, on va se présenter peut-être pour commencer. Donc, Clémentine Fuchs, je suis coordinatrice RH chez Previa et également psychologue du travail. Hervé, je te laisse te présenter. Et Hervé Lederbe, je suis médecin coordonnateur chez Previa. Voilà, donc on va essayer de vous donner des conseils pour gérer les addictions au sein de votre entreprise. Donc, pour commencer, on peut dire que les addictions, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui reste encore un peu tabou dans le monde du travail. On trouvait ça important aujourd'hui de vous parler aussi des addictions à distance, puisqu'il y a une augmentation du télétravail. Voilà quelques petites données chiffrées. En 2019, il n'y avait que 3% des salariés qui télétravaillaient régulièrement, alors qu'aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire, il y a 40% des salariés qui sont concernés par le télétravail. Donc, l'idée, c'est de savoir comment on peut gérer, prévenir les addictions à la fois dans l'entreprise et également à distance. Donc, Hervé, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une addiction ? Alors, quand on parle d'addiction, on parle de maladie. Donc, je vais vous lire la définition. Les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences délétères. Donc, les substances, bien, on les connaît tous un peu, le tabac, l'alcool, les drogues, les médicaments. On a aussi les gaz maintenant, on a aussi l'école, et les pratiques. Ben, là, on est sur le travail, donc qui est une pratique qui peut être addictive, on va y revenir. Mais on a aussi les jeux, on a aussi les jeux d'argent, on a aussi les jeux vidéo qui peuvent être des pratiques addictives. Alors, c'est une pratique très ancienne. On sait que, là, je lisais ce matin que dans le désert du Negev, on vient de trouver des traces de cannabis qui prouvaient qu'il y a 5000 ans, on fumait déjà du cannabis. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. On vous a préparé l'interaction, les causes et conduites addictives. Vous pouvez le voir sur la petite diapositive qu'on vous met, puis vous pourrez la recharger. On a des facteurs de risque qui sont liés aux produits. Les risques de dépendance, par exemple, pour l'alcool, sont très importants, surtout quand on est un homme et qu'on a commencé dans l'adolescence. On sait qu'il y a des complications sanitaires, psychologiques, sociales. Là, je ne reviens pas dessus, c'est connu de tout le monde. Le statut social du produit, bien oui, pour l'homme, c'est la pratique de l'alcool social qui est bien vue chez l'homme et mal chez la femme. Donc là, il y a encore un problème. La génétique, on décrit des altérations génétiques prédisposantes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les facteurs psychologiques, psychiatriques, bien, on les devine aussi. Et puis, surtout, là, puisqu'on est dans le cadre du travail, les facteurs d'environnement socioculturel du travail. Donc, oui, je pense qu'on a à peu près dit tout là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est le phénomène d'accoutumance. Donc, ça correspond à 3 stades successifs. D'abord, c'est la recherche du plaisir.
C'est à rapprocher du principe du plaisir de Freud. Je pense que tous les psychologues connaissent ça. On active le circuit cérébral de la récompense. On a une sécrétion de dopamine. Avec l'augmentation des doses, eh bien, la dopamine, on est obligé d'augmenter les doses parce que la sécrétion de dopamine diminue au fur et à mesure, jusqu'au 3e stade où là, on a une perte de contrôle totale. On a l'exemple du fumeur qui est absolument obligé de quitter son travail, puisque maintenant c'est interdit de fumer au travail, pour aller fumer sa cigarette. C'est plus du tout un plaisir, c'est une nécessité pour lui. Donc, quelques informations sur les addictions. On avait noté quelques chiffres, je pense que ça peut servir. On a à peu près 8% de la population adulte qui présente une addiction à l'alcool. Et on a à peu près 27% encore de gens qui sont addicts au tabac. Quant au cannabis, les statistiques sont quand même plus fluctuantes puisque c'est quand même pas autorisé. On estime que c'est à peu près 3%. Les addictions comportementales, à peu près 10%. Et d'autre part, dernière chose, et on va en revenir encore tout à l'heure, on nous met en garde, l'OMS le fait, sur les addictions au travail. Et on considère que travailler plus de 55 heures par semaine augmente les risques de décès. Concernant le télétravail, qui est quand même un sujet important et d'actualité, 3/4 des Français estiment que le télétravail accroît les pratiques addictives. En effet, quand on est à domicile, on a plus accès aux substances psychoactives, à l'alcool. Donc voilà, ça peut augmenter les pratiques addictives. Et 41% des salariés qui sont interrogés font effectivement état de pratiques addictives plus fréquentes en télétravail. C'est environ 10 points de plus que les salariés qui sont sur leur lieu de travail habituel. D'ailleurs, on nous dit que beaucoup de gens en télétravail ont pris 2 ou 3 kilos pendant le télétravail, donc l'addiction à la nourriture peut-être ou au sucre. Voilà, c'est ça. Tout est accessible plus facilement, donc on a tendance aussi... entre deux visios à craquer. Un petit morceau de chocolat, ça fait pas de mal, quoi. Mais au bout du compte, ça fait beaucoup. On peut aussi parler donc du workaholisme, l'addiction au travail. On parle aussi de boulomanie ou d'ergomanie. C'est aussi en hausse pour 61% des télétravailleurs, puisque c'est pareil, on a tout un matériel informatique qui est à notre domicile, donc qui est à disposition 24 heures sur 24. Voilà. Et là, ne pas envoyer de mail à 21h ou à 22h, c'est pas bien, mais certains le font. Voilà, tout à fait. Et on peut dire aussi que avant les addictions, c'était l'apanage de certains secteurs d'activité qui étaient à plus haut risque de pénibilité au travail. Donc, on peut parler notamment du BTP, de l'industrie, alors qu'aujourd'hui, c'est un phénomène donc, qui se banalise dans tous les milieux professionnels, par exemple le secteur bancaire, les professions libérales. Donc voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus grâce à Hervé sur les addictions, on va essayer de vous donner quelques conseils pour mieux les gérer. Et donc, dans un premier temps, on va vous parler du règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur, on pense que c'est intéressant de l'actualiser régulièrement. Ce règlement intérieur, il doit être en adéquation avec le Code du travail. On peut donc notamment citer en préambule l'article L 1321-3. L'employeur ne doit pas apporter des restrictions aux droits des salariés. Il faut qu'elles soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Donc voilà, quand on parle d'alcool, c'est important aussi de parler de liberté et donc de ne pas entraver les libertés des salariés, sauf si c'est vraiment justifié. On a quand même l'article R 4228-20 du Code du travail qui nous dit qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Depuis 2014, on a un décret qui est venu enrichir ce texte et qui permet de prendre des mesures qui sont plus restrictives, qui permettent donc de limiter, voire d'interdire la consommation d'alcool dans l'entreprise. Notamment, ça peut être pour des raisons de sécurité, mais on le rappelle, ça doit être proportionné au but recherché. Donc, ça doit être justifié. On peut aussi parler du travail à distance dans le règlement intérieur. C'est important d'évoquer le travail à distance. On peut dire globalement que les règles qui s'appliquent
à l'entreprise, au lieu de travail, s'applique aussi au travail à distance. Donc, on est tenu de respecter les mêmes règles que quand on est au bureau. On pourra ensuite nuancer, mais l'idée, c'est quand même de rappeler que les mêmes règles s'appliquent. Ça peut être aussi un outil intéressant, le règlement intérieur, pour rappeler les règles d'utilisation du matériel informatique qui est mis à disposition dans le cadre du télétravail. On peut aussi prévoir dans le règlement intérieur le dépistage des substances psychoactives. Il faut quand même respecter certaines conditions quand on évoque le dépistage de substances psychoactives. Ça doit être pour un impératif de sécurité. Voilà, il faut vraiment que le salarié soit en danger ou qu'il risque de mettre en danger les autres. On ne peut pas demander un dépistage si on ne remplit pas ces conditions-là. Il faut aussi lister les postes à risque. Ce n'est pas forcément tous les postes de l'entreprise qui sont concernés par le dépistage. C'est vraiment des postes dont la nature du travail, dont la tâche est susceptible d'exposer des personnes, des biens à un danger. Ça peut être notamment le cas des personnes qui doivent conduire des engins, on peut parler des caristes, on peut parler aussi des personnes, des commerciaux qui doivent souvent utiliser un véhicule de service. Et enfin, on doit aussi prévoir les modalités de recours à ce dépistage, c'est-à-dire les modalités de réalisation. On doit vraiment préciser dans quel cadre ça a lieu, quelle est la personne qui va réaliser le test, est-ce que le salarié peut être assisté de quelqu'un. Voilà, il faut vraiment tout préciser dans le règlement intérieur, puisque si ce n'est pas précisé, les règles du dépistage, le salarié peut s'y opposer et peut dire ce n'est pas prévu dans le règlement intérieur, donc je ne veux pas me soumettre au dépistage, ou alors il peut se soumettre au dépistage dans un premier temps, vérifier le règlement intérieur et invalider le résultat en disant que l'employeur n'avait pas le droit de faire un tel test. Donc, c'est vraiment important de tout préciser, toutes les modalités de contrôle. C'est pareil, un test salivaire, donc il faut avoir l'accord du salarié pour le pratiquer. Mais si c'est prévu dans le règlement intérieur et que le salarié s'y oppose, on peut aussi avoir une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement, voilà, si le salarié est en faute. Et enfin, on peut rappeler aussi que le code pénal nous dit qu'il faut respecter la règle de l'assistance à personne en danger et qu'on a une obligation légale de prendre soin de soi et de prendre soin aussi des autres. Et ça s'applique également au travail. Voilà, maintenant qu'on a parlé du règlement intérieur, Hervé, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes qui permettent de détecter une addiction au travail ? Oui, alors on va parler de ça. Et avec ce que vient de vous dire Clémentine, vous comprenez qu'on marche un peu sur des œufs. Il faut faire très attention aux conclusions qu'on peut tirer de nos observations. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un collègue de travail qui est diabétique, mais bien sûr, vous ne le savez pas. Il fait un malaise au travail, ce n'est pas une addiction. Donc, pas de conclusion hâtive. On est factuel, on observe, on est empathique. C'est un collègue de travail. On n'a pas de jugement. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Des changements brutaux d'attitude qui peuvent nous alerter, des retards répétés, des oublis, une agressivité qui commence à apparaître, qui nous pose question. Un élément isolé n'a pas de valeur. Il faut intégrer ça dans un contexte complet. C'est beaucoup plus difficile quand on est en télétravail parce que c'est vrai, on est par l'intermédiaire d'un écran. Je pense que les conclusions sont beaucoup plus compliquées. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est effectivement les mails à des heures tardives, tout ça doit nous indiquer qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une pratique addictive ? Est-ce que c'est un problème personnel de la personne ? C'est compliqué. Je pense qu'il faut dans ce cas certainement essayer d'alerter la personne, de communiquer avec elle, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je pense que Clémentine, si tu peux nous dire comment aborder le problème avec le salarié de manière empathique. Oui. Alors voilà, tout à fait. Comme tu le dis, le maître mot, c'est l'empathie. L'idée, c'est pas de juger, c'est d'aider. On est dans un collectif de travail, nous on a envie que la personne, elle reste à son travail, qu'elle soit bien dans son travail et qu'elle contribue au collectif de travail. Donc je pense que c'est déjà important d'avoir ça en tête. L'idée, c'est pas de juger, c'est d'être à l'écoute et d'initier un entretien, un rendez-vous pour
entretenir le dialogue et ne pas laisser la personne isolée et seule face à sa difficulté. Oui, qu'elle sente qu'elle fait toujours partie de l'équipe, qu'on ne la juge pas. Tout à fait, mais que justement, on s'inquiète pour elle. Donc l'idée, c'est vraiment d'être factuel, comme tu le disais, c'est de se baser sur des faits qui sont concrets, qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Il faut avoir vraiment une communication qui est cadrante, qui est bienveillante. Donc pour ça, on conseille déjà de la préparer, votre communication. Il faut, avant d'avoir cet entretien avec le collaborateur, bien réfléchir à l'objectif de l'échange. Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir? Quel est le but recherché de l'échange? Quelles questions on souhaite poser aux salariés? Par exemple, pour avoir une communication factuelle, on peut dire, écoute, voilà, je souhaite te voir aujourd'hui parce que j'ai constaté que hier, tu es revenu avec le véhicule de service, il y avait un rétroviseur cassé. C'est la 3e fois qu'il y a un accrochage depuis le début de l'année. Ça m'interroge. Vendredi aussi, j'ai vu que tu somnolais derrière ton écran. J'ai vu que tu n'avais pas l'air de te sentir bien. Tu n'avais pas l'air d'être dans ton état normal. Et voilà, moi, je suis vraiment inquiet pour toi. J'aimerais savoir si tu as des difficultés. Et sache que si tu en as, moi, je suis à l'écoute. Donc, n'hésite pas à me faire part de tes difficultés. On peut peut-être trouver une solution ensemble. Donc, c'est important vraiment d'être dans cette communication bienveillante. Peut-être rappeler aussi le règlement intérieur, les procédures. Donc, être factuel et aussi, surtout, soigner sa conclusion. Parce que la conclusion, c'est ce qu'il va retenir, le salarié. Il va vraiment rester sur les derniers échanges, les derniers mots qui ont été échangés avec lui. Donc, c'est important de valoriser la personne, de l'encourager, de dire que le collectif tient à elle, que nous, on tient à elle dans l'équipe, donc on a envie qu'elle se sente bien, qu'on a envie de l'aider au mieux. Et aussi, c'est important de dire quelles seront les suites de cet entretien. Est-ce qu'on souhaite revoir la personne dans un mois pour faire le bilan? Est-ce qu'on lui propose peut-être de rencontrer le médecin du travail si elle le souhaite, si elle préfère parler à un médecin plutôt qu'au manager ou au RH? Voilà, vraiment soigner la conclusion, rester à l'écoute, montrer que on va continuer d'échanger sur le sujet et d'être à l'écoute du salarié. Voilà, Hervé, est-ce que maintenant tu peux nous dire comment on réagit face à un danger qui est vraiment imminent, si la personne, on voit qu'elle est vraiment très très mal sur son lieu de travail? Alors, on va éliminer rapidement l'urgence vitale. Je pense que vous avez tous fait du secourisme. Il y a des gens formés dans votre entreprise. Donc là, de toute façon, c'est alerter vos supérieurs, c'est le SAMU, c'est la PLS, c'est des choses comme ça. Bon, donc ça, on va chanter ça rapidement. Le problème est autre en général. Vous avez quelqu'un qui a une attitude anormale qui pourrait le mettre en danger sur son lieu de travail. Il faut absolument l'isoler, le mettre à part, en dehors du regard de ses collègues de travail, mais aussi pour pouvoir avoir une discussion dans le prolongement de ce que disait Clémentine tout de suite, pour lui expliquer que là, il y a un danger et qu'on s'inquiète pour lui et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Ça, je pense que c'est très important. Expliquer pourquoi on le retire du poste, et puis essayer d'entamer un dialogue si c'est possible, éventuellement par le biais de l'infirmière ou par le biais du médecin du travail, mais essayer de faire ça toujours dans une démarche empathique. Ce n'est pas un jugement, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour essayer de comprendre et éviter les dangers d'une addiction au travail. Par exemple, l'alcool au volant, c'est pas quelque chose qui est souhaitable, il faut faire vraiment attention. Donc y compris dans les trajets de travail. Voilà. Je pense que bon, il y a une procédure interne dans l'entreprise. Là, Clémentine vous en a parlé. Voilà. Clémentine, est-ce que tu peux nous parler par contre de la prévention? Parce qu'effectivement, quand on en arrive à ce stade-là, c'est un petit peu dommage. Il faut essayer d'y penser avant, donc d'organiser une prévention. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de vraiment parler des addictions dans l'entreprise, que le sujet ne soit pas tabou. Donc pour ça, on a déjà un outil qui est quand même intéressant et important, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est vraiment important de mettre ce document à jour. On peut intégrer la prévention des addictions et notamment aussi le travail à distance, parce qu'on le disait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intégré dans le règlement intérieur, qui n'est pas forcément intégré dans le document unique, mais il faut y penser à ce travail à distance qui peut être générateur d'addiction.
Pour rappel, on a quand même une obligation de résultat sur le plan de la santé et la sécurité en tant qu'employeur, et ça s'applique aux télétravailleurs, cette obligation de santé et de résultat. Donc, on peut envisager certains risques, comme par exemple l'éloignement du collaborateur de son lieu de travail, de sa communauté de travail. C'est un risque important qui peut être générateur, par exemple, d'addiction ou voilà, de rupture du lien social qui peut entraîner d'autres difficultés pour le salarié. On peut aussi parler de la régulation de l'usage des outils numériques. C'est important aussi d'envisager ça dans le document d'évaluation des risques. Pour mettre à jour ce document, vous pouvez tout à fait mettre en place une démarche participative en proposant de monter un groupe de travail qui permette d'impliquer les collaborateurs, les salariés dans la rédaction de ce document unique pour déjà qu'ils en prennent connaissance et qu'ils puissent aussi faire leurs propositions d'action pour prévenir les risques qui sont listés dans le document. On peut aussi parler, quand on parle d'addiction en télétravail, du rôle qui est très important, qui est primordial du manager. Le manager, c'est quand même quelqu'un qui est en première ligne, qui est le premier maillon dans le repérage de situations difficiles. C'est vraiment lui qui établit le lien avec le salarié au quotidien. Donc, c'est important de former les encadrants au management à distance, de montrer qu'on est là pour le soutenir dans son rôle de manager. On peut aussi lui proposer, et l'entreprise peut également le faire, diffuser des messages de prévention sur les conduites addictives. On a parfois des campagnes spécifiques qui sont aussi suggérées par le gouvernement, comme le mois sans tabac, le défi de janvier sans alcool. C'est des choses où l'entreprise peut aussi communiquer dessus pour mettre au défi ses salariés et créer vraiment un collectif autour de la prévention des addictions. C'est important aussi peut-être que le manager prévoit une réunion collective pour informer les collaborateurs des conséquences de l'addiction sur le lieu de travail, les conséquences en termes d'absentéisme, en termes de rupture avec le collectif de travail, en évitant bien sûr toujours tout jugement ou commentaire intrusif. L'idée, c'est vraiment d'informer et de prévenir. On peut aussi parler, lors de cette réunion, de l'impact du travail à distance. C'est important aussi de dire que le travail à distance peut augmenter les conduites addictives et donc qu'on souhaite vraiment prévenir ce risque. On peut aussi suggérer d'encourager les visioconférences. C'est vrai que quand on a recours qu'au téléphone et aux appels téléphoniques, on ne voit pas la personne. On rompt le lien visuel, donc on n'a pas accès à tout ce qui est non-verbal. On ne peut pas voir si la personne, peut-être, elle est en difficulté. Alors que maintenir le lien visuel, c'est maintenir le lien social avec le collaborateur et maintenir vraiment un lien dans l'équipe, que tout le monde puisse se voir régulièrement. Enfin, il faut aussi encadrer le temps de travail. C'est vraiment très important d'encourager le droit à la déconnexion. Il faut rappeler que les horaires collectifs qui s'appliquent au bureau s'appliquent également en télétravail. C'est-à-dire que si on voit qu'un salarié il envoie un mail à 22h, il est peut-être judicieux de lui rappeler qu'à 22h, il n'est pas censé envoyer de mail. Même quand il est en télétravail, il est censé couper son ordinateur à un moment lorsqu'il n'est plus censé travailler. Le droit à la déconnexion, c'est désormais un sujet qui doit être abordé lors des négociations annuelles obligatoires. Donc voilà, c'est vraiment un sujet aussi important et qui peut être vraiment à étudier dans le cadre des addictions au travail ou de la boulomanie. Si besoin, vous pouvez aussi orienter le salarié vers des ressources qui permettent aux salariés de ne pas se sentir seul. Et il est important aussi que le manager ne se sente pas seul dans son rôle, puisque même s'il est le premier maillon de la chaîne, il n'est pas seul dans son rôle de prévention et d'aide. Donc, dans l'entreprise, on a d'autres personnes ressources. On peut parler de la médecine du travail, vers lequel le manager ou le RH peut orienter le salarié. On peut parler aussi des sauveteurs secouristes du travail qui peuvent avoir un rôle important, notamment en cas de situation de danger et dans leur rôle aussi de prévention. On peut parler dans certaines entreprises du responsable QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Le service RH qui a aussi un rôle à jouer. Parfois aussi, les entreprises ont un service social avec une assistante sociale. L'assistante sociale peut aussi être quelqu'un de confiance
où le salarié aura peut-être moins de difficultés à échanger avec une assistante sociale qu'avec le RH ou avec le manager, parce qu'il peut y avoir des conséquences en termes de résultats et en termes de sanctions, alors que l'assistante sociale, elle est soumise au secret professionnel et donc elle peut aussi orienter le salarié. Et puis le rôle, bien sûr, du CSE. Voilà. Hervé, toi, est-ce que tu peux nous dire les autres ressources qui existent à l'externe? Oui, tout à fait. Comme tu le disais, c'est pas toujours simple de se confier dans le cadre de l'entreprise, puisqu'il peut y avoir des sanctions, bien sûr, éventuelles. Donc, moi, je conseille systématiquement d'avoir recours au médecin traitant, de conseiller au collaborateur d'aller voir son médecin traitant, avec qui il va pouvoir se confier. On peut donner aussi les adresses de centres d'addictologie, par exemple. On a aussi tout un tas de numéros d'aide publique, de sites informatifs. Ça, on connaît tous, il y en a énormément. Moi, je crois surtout aux associations d'anciens malades addicts. On a ça de manière très ancienne pour l'alcool. Ça marche très bien. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Parce que les gens qui ont recours à ce type d'association ont en face d'eux des gens qui ont vécu le problème, qui savent en parler avec leur tripes et qui en parlent vraiment bien. Et là, on obtient vraiment des résultats. Et parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est dans une démarche empathique. On répète beaucoup ce mot-là, mais je crois que c'est très important. La sanction est facile, mais ça n'apporte pas grand-chose au collaborateur. Ce qu'il faut, c'est l'aider à progresser pour pouvoir le garder dans l'entreprise. Voilà, je pense que. Avant, on avait également une chose. Oui, tu voulais nous parler d'une échelle? Oui, tout à fait. Il y a un outil qui existe pour diagnostiquer l'addiction au travail, la boulomanie, comme on l'appelle, qui s'appelle le WART, Work Addiction Risk Test. C'est un test qui a été élaboré en 1998. À travers 26 questions, il permet de se positionner pour savoir si on est peut-être addict à son travail. Donc, c'est un outil qui peut être proposé en entreprise pour pouvoir se tester, surtout là dans le cadre du télétravail, on voit que ça augmente le risque de boulomanie. Donc voilà, c'est un outil qu'on va vous mettre à disposition, donc n'hésitez pas à le télécharger. Donc voilà, pour finir et pour résumer, on vous a donné quelques conseils, notamment bien revoir votre règlement intérieur, voir si toutes les modalités concernant les addictions sont précisées dans votre règlement intérieur. On vous a parlé, Hervé vous a parlé des signes qui doivent vous alerter. On a parlé aussi de la façon dont il fallait réagir face à une urgence. Les moyens aussi de prévention via le document unique et puis le rôle central du manager. Et enfin, le réseau d'aide et les outils qui sont proposés. Et donc, pour finir, on a une petite phrase qui est quand même, on trouve intéressante. Hervé, est-ce que tu veux nous la lire? Je vais vous la lire. L'addiction n'est pas une fatalité. Prévenir et gérer les addictions en entreprise fait partie intégrante du développement de la qualité de vie au travail, puisque c'est le thème de la semaine. Voilà. Voilà. Merci à tous les deux. Ça confirme bien toute la présentation, effectivement. C'est ça le thème, la qualité de vie au travail. Et la prévention des addictions en fait bien sûr partie. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, mais on a notamment une question lorsque, Clémentine, tu parlais de garder le lien visio lorsqu'on est en télétravail. Brigitte demande si on peut obliger l'utilisation de la caméra lors de ces réunions en visio. Alors, l'obligé, c'est vraiment le dernier recours, bien sûr, en tant qu'employeur, on n'aime pas forcément ce terme d'obligé. Je ne sais pas si juridiquement, il y a vraiment des textes, mais je ne pense pas qui nous appuient là-dedans. Après, voilà, je pense que c'est bien, dans un premier temps, de dire aux salariés, voilà, tout le monde joue le jeu, tout le monde met sa caméra. Nous aussi, ça permet aussi d'instaurer une convivialité dans les échanges, puisqu'on ne se voit plus en tant que collègue, en tant que collaborateur d'une équipe. Donc vraiment peut-être rappeler le collectif, la notion d'équipe et le fait que tout le monde joue le jeu et donc c'est dommage que la personne, on ne puisse pas la voir. Rappeler aussi qu'on n'enregistre pas les conversations, donc c'est vraiment de l'instantané, que la personne, elle ne prend pas de risque à mettre sa caméra et qu'il existe aussi des solutions pour flouter l'arrière si c'est vraiment une difficulté parce que la personne, elle est chez elle et qu'elle n'a pas envie de partager son environnement, son lieu de vie. On peut aussi proposer qu'elle floute son écran ou qu'elle mette un fond, une image, si vraiment c'est ça la difficulté. Oui, lui rappeler, la rassurer et puis lui rappeler son intérêt.
Ok, Et c'est une incitation amicale, je dirais. c'est ça sera Tout à mieux fait. que l'obligation. Voilà. Eh bien, alors, on a une autre question. Donc, c'est Roselyne qui nous demande si déni du salarié, peut-on exiger un test d'alcoolémie via le médecin du travail, par exemple, même si ce n'est pas dans le règlement intérieur? Alors, je peux répondre juste sur une chose. Effectivement, si la personne conduit un véhicule de fonction et qu'on a une suspicion là-dessus, je pense que là, on est dans un cadre légal. Mais autrement, si c'est pas inscrit dans le règlement intérieur, il n'y a pas de danger. Enfin, je parle sous le contrôle de Clémentine. S'il n'y a pas de danger immédiat dans son poste, ça me semble très compliqué. On peut l'orienter vers la médecine du travail, mais on ne peut Voilà. pas l'obliger à rencontrer Voilà. la médecine du travail si c'est contre son gré. Par contre, si vraiment c'est prévu dans le règlement intérieur que on peut faire un test d'alcoolémie si le poste l'exige et on lui rappelle dans ce cas-là le règlement intérieur et le fait que son poste fait partie des postes où on peut faire un dépistage. Dans ce cas-là, s'il s'y refuse, on peut dire qu'il y a sanction puisqu'il ne se réfère pas, il ne respecte pas le règlement intérieur et le salarié est tenu de respecter le règlement intérieur. Ouais. Enfin, l'idéal est peut-être que le médecin du travail ou quelqu'un discute avec la personne en lui expliquant l'intérêt quand même de faire ce test, que ça nous inquiète de voir qu'on a une suspicion de dérive alcoolique et qu'au niveau santé, c'est quand même pas terrible, qu'on peut peut-être l'aider à faire quelque chose. En prenant ça dans une démarche empathique, on peut peut-être arriver. Voilà, tout à fait. C'est compliqué, mais on peut peut-être le faire. Tout à fait. Et rappeler aussi qu'on ne veut pas qu'elle mette en danger les autres. Voilà. Que c'est Et qu'elle se mette en danger elle-même. Voilà. Donc, La communication, c'est toujours le maître mot. la communication, c'est très important. Oui, effectivement. Très important. Eh bien, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci à tous les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, on vous retrouve pour la suite de la semaine de la qualité de vie au travail demain à 11h30 avec Johanna sur la thématique de la nutrition et comment se faire un déjeuner idéal. Merci à tous et à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Très bonne journée.